Je me demande dans quelle mesure c'est, représentatif pour les autres, petites communes et les autres, disons, entreprises heu, de même quantité, hein, de même taille. Parce que comme vous l'avez dit, ces ouvriers avaient un statut, c'est le statut de la SNCF et ça a certainement joué dans, leur syndicalisation et leur rapport à l'entreprise, j'aimerais bien savoir où vous voyez les grandes différences entre, cette entreprise que vous connaissez bien et les autres qui sont dans un cadre, comparable. Notamment que, par exemple, il y a des intérimaires, il y a peut-être des gens à statut, différent, voire auto-entrepreneurs comme on en entend maintenant et qui n'existent pas dans, si j'ai bien compris, dans cette entreprise-là. Oui, à la fin, vous avez parlé de FO. A priori, c'est différent leur par rapport au Front National, leur engagement, non? Je vais essayer d'être claire, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Hem, Moi, je me demande s'il ne se passe pas à la CGT ce qui se passe malgré tout au PC, par rapport, au cadre d'appareil et l'anecdote, des jeunes qui vont se préoccuper de la question du sexisme et de l'homophobie à un moment donné à l'échelle toute petite et toute locale. Quand il y a des personnes de l'union départementale qui viennent un petit peu voir ce qui se passe dans les unions locales et puis qui vont, pas vouloir, trop se mouiller sur, des questions éminemment politiques, en fait. Si, quelque part, il se passe pas là un écueil aussi qui traverse la CGT et qui expliquerait peut-être malgré tout une dépolitisation, bon, je vais dans le sens de dire que, bien évidemment, le syndicat est important pour politiser les personnes et pour s'approprier un petit peu nos questions communes. Il n'empêche que je trouve et j'ai rencontré, vraiment sur le terrain ce genre d'écueil qui est extrêmement inquiétant, où en fait on a ce sentiment d'un sabordage, entre les cadres et d'appareil de la CGT et les militants de base qui, à un moment donné, alors que la désillusion avait été dans les années 90 le comment dire? Le fait qu'ils viennent au syndicat parce qu'ils sont désillusionnés, en fait. Ils mettent du temps à venir, mais ils y viennent. Et finalement, cette espèce d'effet de retour de désillusion à l'intérieur même de l'organisation à retard met un sacré coup de bambou et fait complètement essouffler le dispositif. En tout cas, moi, c'est un peu pessimiste, mais c'est le vécu que j'ai, en tout cas, de mes expériences militantes, euh, voilà, et syndicales. Alors, vous avez plutôt travaillé sur le CGT-PC. Alors, est-ce qu'il y a toujours ce lien entre la CGT et PC? Est-ce que c'est si clair? Et est-ce qu'on pourrait juste évoquer alors le lien entre la CFDT et le PS? Parce que c'est quand même aussi quelque chose qui a l'air d'être assez important. Et est-ce qu'il y a toujours effectivement cette liaison entre les partis politiques? Enfin là, par exemple, le PS, CFDT et puis CGT, PC. Je pensais que c'était moins lié. Voilà. Bon, donc, Merci pour ces questions. Alors, sur la question de la représentativité, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, donc avec les méthodes que j'emploie, donc qu'on emploie en sociologie empirique, c'est que pour bien voir les processus de manière approfondie, on est obligé d'aller à un endroit. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une vision complémentaire, mais qui est très générale d'un point de vue statistique, où on irait voir, ou par exemple, j'aurais pu aller voir les différents ateliers, faire des entretiens et revenir. Donc et c'est assez classique, c'est qu'on fait différents panels et là, moi j'ai en fait, j'en suis précisément une quinzaine et pas plus, donc c'est toujours très limité, mais par contre, je peux voir plein de choses de manière très approfondie. Je peux voir les changements, l'évolution, donc il y a beaucoup de choses sur les épouses, et donc on perd en généralité ce qu'on gagne en manière approfondie, et ce qui nous intéresse quand on travaille de cette manière, c'est sur les processus que l'on voit à un endroit, mais qui sont partout à l'œuvre, mais toujours de manière singulière, parce que chaque personne est singulière et chaque ville est singulière. Donc c'est pour ça qu'après, c'est important de montrer que ces processus sont généraux. Par exemple, moi, dans l'ouvrage, c'est anonymisé. Et le fait qu'on sache où c'est assez secondaire. C'est pour ça qu'au début, je vous ai fait une présentation aussi
générale parce que on est vraiment sur une situation très très classique, à part lorsqu'on est sur des littoraux où les petites communes, des espaces ruraux sont très spécifiques parce que là, il y a une concentration de résidences secondaires et tout ça. Là, on est vraiment sur une commune très singulière, très classique. D'un point de vue général, sa singularité, c'est qu'elle est peut-être sur une ligne de chemin de fer. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'était plus facile d'accès pour moi, donc je peux y aller très, très souvent. Mais autrement, en fait, il y a beaucoup de bourgs cheminots dans n'importe quelle région. Il y en a plusieurs même dans la région là qui sont assez similaires. Donc il y a La Roche-Migène aussi, qui n'est pas très loin, qui est aussi connue. Donc c'est vraiment très, très classique. Alors sur le fait que ce que j'observe sur l'engagement, c'est vraiment spécifique effectivement aux fractions stables et à ceux qui sont à statut. Donc ça, c'est vraiment clair. Mais en fait, c'est assez classique. C'est que dans n'importe quelle région, on voit que ceux qui animent l'union départementale, c'est des cheminots, c'est EDF, c'est les hôpitaux, et c'est vraiment les classiques. Donc, ah, donc là, c'est vraiment, c'est pas surprenant. Après, donc, ailleurs, on peut voir des types d'engagements différents. Moi, au début, quand je suis arrivé dans le bourg, j'ai fait des entretiens donc, avec un métallo, avec un ouvrier agricole. Donc, j'ai pu voir. Et puis après, j'ai vu d'autres professions au sein de l'union locale où tout le monde se retrouve. Donc, comme différence, par exemple, avec la métallurgie, donc c'est assez clair dans les présentations aussi, parce que j'ai fait pas mal de présentations dans des milieux syndicaux où il y a beaucoup de militants syndicaux du privé qui reviennent sur ces différences. Et donc là, par exemple, donc c'est le cas là, la CGT est très forte dans la métallurgie, mais c'est que en termes de vote. C'est-à-dire que le vote, même pour la CGT, est plus fort dans l'usine de la métallurgie, mais il n'y a plus de militants. C'est-à-dire que le CE, en fait, la CGT, c'est le CE. Donc il gère le quotidien, même si le militant principal, le secrétaire du CE, est politisé et défend le fait que le syndicalisme, c'est pas que de la gestion des activités social. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se reposer sur d'autres personnes. Donc, il y a lui et le trésorier. Et c'est les seuls. Donc là, le fait qu'il travaille au 3-8 avec beaucoup d'intérimaires, avec un turnover assez important, avec un risque de fermeture de l'usine depuis une dizaine d'années, on n'est jamais vraiment sûr, ça crée des conditions défavorables à l'engagement syndical. Par contre, on est sur un grand groupe quand même de la métallurgie. Donc là, c'est un établissement, mais qui appartient à un grand groupe. Et donc, il y a une tradition syndicale. Et la CGT donc, fait plus de 80% dans le collège ouvrier. Donc, il y a un fort vote. Mais donc, à l'atelier, il y a les conditions pour que le fort vote pour la CGT se traduise aussi par un engagement syndical. Et donc, en gros, dans le syndicat de ce site, en gros, il y a 80 adhérents pour le nord, donc pour cette zone rurale. Et donc, il y a beaucoup d'adhérents, ce qu'on retrouve de moins en moins ailleurs. Une autre différence, c'est que souvent, dans la métallurgie, dans le privé, dans le secteur privé, les militants syndicaux qui en viennent à diriger les syndicats ont un capital scolaire atypique. Donc, c'est assez clair. Et Pierre Rimbert avait fait un texte très, très intéressant comme ça sur un ouvrier de la sidérurgie en Lorraine, où on voit bien que comme il y a moins de militants, la transmission des traditions syndicales est plus difficile, le groupe ouvrier est plus fragilisé, ce sont souvent des ouvriers atypiques, donc qui sont passés par l'enseignement supérieur, qui sont diplômés de la fac, qui ont des compétences culturelles et une envie de faire autre chose dans le cadre de leur travail, qui vont se retrouver aux avant-postes dans l'engagement syndical. Alors qu'à la SNCF, c'est plutôt rare. Parce que souvent, donc c'est le cas que je développe longuement dans l'ouvrage de Philippe, ses compétences culturelles, il les acquiert dans le syndicat. L'écriture, la lecture, c'est progressif. Il vient sur des revendications catégorielles, sur la marge de l'entreprise, et il va apprendre à faire du syndicalisme dans le syndicalisme SNCF, qui est encore puissant. Dans le privé, souvent, il faut déjà avoir des compétences culturelles. Il y a une valorisation d'ouvriers atypiques, donc souvent qui sont passés par le supérieur. Donc c'est la même chose pour les services où on voit que ce sont des jeunes ouvriers qui sont passés par l'université qui se retrouvent à militer. Et après, il y a bien sûr la question de la très grande difficulté dans les secteurs où c'est très difficile.
où les conditions de travail sont très difficiles. Donc là, il y a le cas des supermarchés, où c'est très difficile. Donc soit il n'y a pas de syndicat, soit c'est un syndicat maison. Donc souvent, c'est la CFTC ou l'UNSA ou Force ouvrière, mais c'est plutôt là, dans l'occurrence, c'est plutôt de la CFTC. Quand on apprend qu'un syndicat va peut-être se monter ou qu'il va y avoir une liste, la direction s'arrange pour que ces syndicats émergent. Donc là, l'engagement auprès des femmes qui travaillent dans le supermarché est très difficile. Et les cheminots ont un rôle central. En tant que militants dans l'union locale, ils vont aller voir ces employés pour les mobiliser. Et depuis quelques années, il y a un cas qui marche, alors que pour moi, c'était vraiment, ça me semblait impossible. C'est le cas des ouvrières de la maroquinerie. Donc là, on est dans des conditions effroyables de travail. Donc c'est la maroquinerie pour les sacs Louis Vuitton. Donc c'est industrie de luxe, conditions très difficiles, que des femmes, sauf le patron. Très très peu de pauses. Il y a même un des ateliers qui a fait une relocalisation qui était en Inde et qu'ils ont remis dans ces espaces ruraux parce que l'avantage n'est pas si fort d'être délocalisé dans ces pays-là. Très difficile et avec une mobilisation grâce notamment à ces cheminots et puis à d'autres qui a permis le fait que le syndicalisme s'implante. CFDT et CGT, et là la singularité c'est que ça se fait que collectivement. C'est que individuellement, il ne peut pas y avoir une ouvrière de la maroquinerie. Donc là, il y a eu quelques contacts qui se disent je vais adhérer. C'est pas possible. Soit c'est 20, soit c'est 0. Parce qu'ils sont tellement fragilisés qu'ils sont directement réprimés. Donc là, c'est des adhésions massives. Donc là, ça fait que quelques années et c'est très compliqué. Donc on ne sait pas si ça va durer. Mais en tout cas, voilà, il y a les conditions de possibilité et qui repose sur ces ouvriers à statut. Moi, ce que je défends très souvent, c'est qu'au lieu de parler de fractions très populaires, précarisées, immigrées, qui sont complètement invisibles, parce qu'on met trop l'accent sur une aristocratie ouvrière, donc c'est les mots qui sont des fois employés, on va taper sur les syndicats en disant, en fait, ils ne représentent pas le monde ouvrier, et le monde ouvrier, c'est les immigrés, c'est les précaires. Souvent, ceux qui disent ça, ce sont des personnes qui sont plutôt dans la petite bourgeoisie et qui sont encore plus éloignées de ces groupes-là. Et donc, ces cheminots, qu'on peut dire ils sont ouvriers à statut, c'est relativement confortable par rapport à d'autres. C'est eux les vrais relais, c'est pas les enseignants et les cadres. C'est plus facile pour un militant cheminot de parler à ces ouvrières de la maroquinerie qu'un militant enseignant qui est membre de la gauche radicale et qui va venir dans ces milieux-là. Donc je pense que c'est important de ne pas diviser. À des moments, il faut diviser, et moi je suis clairement sur les divisions de classe que l'on ne voit plus, mais au sein des milieux populaires, à force de dire que en fait, les syndicats ne représentent pas le vrai monde ouvrier, on oublie que ce sont eux les véritables relais, et que si ça fonctionne, c'est parce qu'ils ont... donc c'est l'hôpital, là en l'occurrence, c'est les employés communaux, c'est la SNCF et les enseignants de la CGT qui permettent une syndicalisation dans des milieux plus défavorisés. Donc pour le Front National Force ouvrière et le Front National, donc ça c'est clairement par les différents sondages quantitatifs où on voit que c'est seulement ce syndicat et de plus en plus aussi l'UNSA où il n'y a pas de distinction par rapport à la sympathie pour le Front National, c'est-à-dire que ceux de Force ouvrière ont autant de sympathie que le Front National que l'ensemble des ouvriers, alors que les autres syndicats, c'est pas le cas. Et c'est tout simplement parce qu'il y a des mots d'ordre clairement de rejet d'affiliation au monde partisan. Donc il y a clairement le fait qu'on ne fait pas de politique au sens partisan et que tout le monde peut militer à Force ouvrière. Donc c'est pour ça que Force ouvrière est très très implantée dans les agents pénitentiaires, qu'il y a beaucoup de militants du Front National, que l'on retrouve notamment dans le monde ouvrier. Quand il y a des candidats du Front National d'origine ouvrière, souvent c'est Force ouvrière et la CFTC également. Donc pour l'Est de la France, il y a beaucoup par rapport aux militants ouvriers que l'on voit. Et donc c'est un syndicat qui est assez singulier par rapport à ça, puisque l'affiliation partisane est secondaire. On ne fait que de l'engagement. Après, c'est un syndicat qui peut être très virulent et très radical à certains endroits. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la région de Saint-Nazaire, où il y a une tradition anarcho-syndicaliste, où là on est vraiment sur des positions anti-Front National.
très forte, sauf que le dirigeant aujourd'hui du Front National à Saint-Nazaire, qui est élu à la municipalité, qui peut parler du monde ouvrier, parce que lui, c'est un des rares élus qui est issu du monde ouvrier, c'est un ancien ouvrier des chantiers navals, il vient aussi de ce syndicat. Donc voilà, c'est un syndicat qui peut être très différent. En tout cas, voilà, d'un point de vue quantitatif, par sondage, c'est le seul où on voit pas de différence. Alors qu'en général, lorsqu'on est plutôt membre d'un syndicat, on est sensibilisé, peut-être avant, mais à mon sens, surtout pendant, en tant que syndicaliste, au fait que le Front National ne défend pas les valeurs syndicales. Alors sur CGT-PC, c'est peut-être parce que vous êtes parti au moment où j'en ai parlé, je pense. Parce que donc il y a vraiment voilà, une rupture très très forte, mais je peux développer sans répéter ce que j'ai dit pour dire, donc ce que j'ai évoqué précédemment, c'est qu'il y avait une rupture forte puisque les militants ouvriers de la CGT ne se retrouvent plus dans le parti, parce que les modes de fonctionnement est différent. Mais il y a eu aussi une rupture qui s'est faite des deux côtés, puisque d'un point de vue des organisations nationales, il y a eu aussi dans les années 90 une volonté du point de vue de la direction de la CGT de ne pas couler avec le PC. Et donc dans la direction nationale, il y a aussi une stratégie de se mettre à distance volontaire pour pas couler avec le Parti communiste français. Et de l'autre côté, donc il y a une stratégie pas vraiment consciente qui a voulu avoir une nouvelle image. Donc du côté du PC, on a mis de côté le centralisme démocratique. Donc ce que j'ai évoqué sur il n'y a plus de ligne vraiment, ce sont les rapports de force locaux qui déterminent quelle ligne on défend dans telle municipalité ou dans tel département. Donc centralisme démocratique, on a mis de côté ce que l'on a stigmatisé comme forme d'embrigadement, comme encadrement, donc ce qu'on appelle la politique des cadres, c'est-à-dire le fait qu'on sélectionne des militants et qu'on les forme. Et derrière la politique des cadres, il y avait la question de favoriser et de former les militants d'origine populaire. Donc le simple fait de plus mettre l'accent sur cette formation des militants d'origine populaire, on va valoriser dans l'appareil ceux qui ne sont pas d'origine populaire, donc essentiellement ceux qui sont enseignants et qui sont cadres. Tout ça pour avoir une nouvelle image, pour s'ouvrir sur la société, et donc ça va aussi avec le rejet de l'ouvriérisme. Donc il y a une association dans les années 90 entre stalinisme et ouvriérisme. On met de côté l'image passée du parti stalinien. Inconsciemment, c'est aussi le parti ouvriériste, c'est aussi lié à la CGT, c'est lié au style militant ouvrier. Et donc c'est pour ça que ce type de profil ouvrier, on le retrouve plus. C'est-à-dire qu'un Martinez, on l'a plus trop au Parti communiste français. Parce qu'on a un Parti communiste français, c'est des personnes qui sont passées par les universités, qui sont passées par la gestion des collectivités territoriales, qui ont un rapport très différent à la population par leur trajectoire, par leur profession. Et c'est pour ça, lorsque j'évoque les grèves dans les municipalités communistes, aujourd'hui, les dirigeants communistes ont très peu de culture syndicale. Ils ont du mal à comprendre les militants syndicaux, alors qu'avant, c'était effectivement très très proche. Donc moi, ce que j'ai observé auparavant, c'est que c'était pas aussi simple que ça, dans le sens où la CGT pouvait être très autonome. C'est que souvent, on pense que c'est très lié, notamment, donc c'est ce que j'évoque sur Saint-Nazaire, mais à différents endroits, notamment en Lorraine, la CGT était beaucoup plus importante que le Parti communiste français. Et le Parti communiste français était une expression de certains militants ouvriers, mais que dans la réalité, et notamment dans la réalité des conquêtes des municipalités communistes, le parti joue un rôle secondaire, puisque ce sont des militants ouvriers, donc comme ce que j'ai évoqué là pour l'atelier, ce sont des militants ouvriers du principal syndicat de la commune, donc là, le syndicat, donc dans les années 60 et 70, il y a eu le cas dans cette municipalité, donc ça c'est classique. Les listes communistes à la mairie, ce sont des listes faites dans le cadre du syndicat CGT. Et celui qui se présente aux élections municipales, donc c'est 53, 59, c'est toutes les élections jusqu'en 95, y compris, c'est simplement le secrétaire du syndicat de la CGT des cheminots. C'est jamais le même, c'est ça qui est intéressant. C'est toujours celui qui est en poste. Ce qui apparaît sur les professions de foi, c'est militant syndical, délégué du personnel. PCF, ça apparaît parce que on est dans une lutte municipale, donc une liste avec des labels partisans. Donc on mobilise un label partisan. Le parti existe quand même parce qu'il se réunit dans le cadre du parti, mais ce qui prime sur l'engagement, c'est clairement le syndicat. Ils viennent au parti par le syndicat et ils viennent au combat municipal par le syndicat. Donc là, ce qui s'est cassé, c'est le syndicat qui est plus un relais. Mais c'est bien la CGT a fait la force du Parti communiste. Si le Parti communiste a été un parti fortement implanté dans les milieux populaires, c'est surtout grâce aux militants ouvriers de la CGT. Et donc là, c'est effectivement cassé, sauf que ce que j'évoque, c'est ce que j'appelle moi une culture communisante au sein de la CGT, puisqu'elle est très présente et très forte.
notamment dans la rivalité avec les autres partis. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a étonné, en ayant travaillé sur le PC, c'est que l'opposition stalinien-trotskiste, pour faire simple, elle n'existe quasiment plus aujourd'hui, à mon sens, au front de gauche. Elle est très très faible par rapport à avant, et notamment grâce à des recompositions, grâce au mouvement Ensemble, où il y a à la fois d'anciens staliniens, si on veut, et d'anciens trotskistes. Ça marche plus vraiment comme opposition, et notamment pour les nouvelles générations. Or là, dans le milieu syndical, l'opposition CGT et Solidaire est très très forte. Même dans ce petit territoire, c'est clivant. En gros, Solidaire, c'est le NPA. Ce sont des militants ouvriers proches de militants enseignants. Et ils ne sont pas communistes. Sauf que mes militants, ceux que j'ai suivis, moi, donc moi je suis plutôt du côté ouvrier CGT communisant, puisque je fais l'enquête de leur côté, donc je vois les autres, je fais des interviews, mais c'est vrai que moi j'ai leur point de vue. Ce qui est intéressant, c'est que les militants ouvriers de la CGT, ils ne sont plus au parti communiste. Ils défendent ces valeurs du collectif, pas les beaux parleurs, les valeurs ouvrières en disant c'est pas à l'enseignant de nous donner la leçon, les valeurs collectives et des valeurs syndicales, c'est que ce qui prime, c'est le syndicat. Ce qui reproche aux militants de Solidaire, y compris cheminots, c'est qu'ils vont mélanger NPA, attaque et Solidaire. Or, aujourd'hui, le mouvement ouvrier est tellement fragilisé que c'est l'engagement syndical qui doit primer. Le 1er mai, c'est les syndicats. Or, les militants de Solidaire, des fois, ils les voient et en fait, ils ont les tracts du NPA devant le supermarché avec les employés. Donc, là, il y a un truc qui ne va pas, on devrait être là en tant que militant de Solidaire, ou ils ont leurs militants ouvriers de la CGT qui sont enseignants de la CGT qui sont proches de ces militants ouvriers de Solidaire. Et l'opposition gauchiste communiste, elle existe très fortement encore dans ce milieu syndical avec, donc je l'évoque, c'est à la fois des clivages de classe et des clivages politiques, mais c'est plutôt une culture communisante. Ils se retrouvent, les mêmes valeurs, et donc c'est pour ça que j'en viens aussi à la question de la dépolitisation. C'est compliqué parce que elle est pas si forte que ça. Donc là, lorsque je dis que le responsable supérieur vient pour dire attention, il ne faut pas mettre de côté ceux qui sont FN et il ne faut pas s'opposer à ce militant, même si vous estimez qu'il n'est pas bon militant, parce que eux, leur priorité, c'est qu'il y ait des adhésions. Eux, ils veulent que le syndicat se développe. Ils ont toujours peur, et ils ont souvent raison, que localement, ça soit géré comme un entre-soi, sur des valeurs dures, entre les militants, et que ça fasse un frein. Le but, c'est qu'il y ait des nouveaux adhérents, la politique de l'adhésion. Alors que les autres, ils sont sur place, eux, ils disent, moi, je ne veux pas militer avec n'importe qui. Donc, il y a un conflit entre deux types d'enjeux, et eux connaissent les salariés. Moi, je le connais au quotidien, je ne veux pas militer avec lui. Et alors que chez les responsables, ils vont dire, n'oubliez pas que vous, lorsque vous avez adhéré, peut-être que vous n'avez pas les positions que vous avez aujourd'hui. Et Philippe, donc l'ancien secrétaire du syndicat, il dit toujours, moi j'étais anti-syndicat les 10 premières années quand j'étais à l'atelier, et j'avais pas conscience qu'il fallait refuser certaines choses. Par exemple, ils sont assez indulgents sur les primes individuelles, parce qu'ils disent, mais les salariés de base qui n'est pas syndiqué, le fait d'avoir plus d'argent à la fin du mois, c'est positif. Quand tu n'es pas membre de la CGT, c'est pas évident de comprendre qu'il faut refuser une prime individuelle au profit d'une rémunération. Donc ils vont défendre le fait que ce qui est important, c'est de faire des cartes. Donc là, effectivement, il y a un enjeu qui est, c'est pas dépolitiser, mais s'élargir le plus possible parce qu'ils ont peur. Et ça arrive à certains endroits où il n'y a pas de renouvellement, où ce sont des vieux hommes qui ne s'ouvrent pas aux jeunes et puis aux femmes, aux immigrés aussi. Et donc là, ce n'est pas le cas dans le syndicat là, mais c'est des craintes par rapport à ça. Après, il y a une vraie désillusion des engagements. Donc, après, vous allez peut-être rebondir en parlant du secteur où vous êtes syndiqué, parce que je pense que ça dépend des secteurs. Mais je l'observe quand même à la SNCF, une désillusion par rapport à la lourdeur de l'appareil et du fait que militer à la CGT, c'est lourd et c'est compliqué. C'est très compliqué, même pour un chercheur qui arrive, de comprendre la différence entre tous les cycles, c'est très compliqué. C'est compliqué, donc ça, c'est une désillusion, dans le sens, c'est très très lourd, et il y a une certaine animosité par rapport au fait qu'il y a des permanents. Donc là, on revient sur l'opposition de base et permanents, des permanents qui ne sont pas sur place, qui vivent des cotisations, et dont on ne comprend pas ce qu'ils font.
Et les autres syndicats n'ont pas toujours ça, puisqu'ils vont plutôt rétribuer ceux qui sont présents localement, alors qu'à la CGT, il y a la défense d'avoir une organisation structurée au niveau régional pour les réunions avec la boîte au niveau national. Donc vous avez des permanents qui sont plus sur place et qui sont dans la grande ville. Et donc tout le travail, c'est de faire comprendre que même s'ils ne sont pas sur place, ils sont en train de faire un travail syndical. Et certains, effectivement, chez les jeunes, ils disent moi, ça m'embête d'être sur place, de militer sur place, d'avoir peu de bandes de délégation et de temps hors travail, alors que ça ils bénéficient à des permanents, où l'argent va aussi à la secrétaire administrative, parce qu'il y a le but d'avoir une vraie organisation structurée, avec une secrétaire administrative, avoir une vraie organisation qui est vue comme coûteuse et lourde. Alors c'est beaucoup plus faible. À Solidaire, il n'y a pas ça. Pour l'UNSA, c'est vraiment très très faible. Donc il y a une rétribution plus individuelle en termes d'échapper au travail, alors que les militants de la CGT, les nouveaux arrivants, ont l'air de dire en fait, moi j'ai peu de possibilités par rapport aux autres adhérents. Si on adhère à la CFDT, comme en plus il y a peu de monde, très très vite, on est déchargé de son travail. Donc là, il y a une désillusion. Il y a une désillusion sur la conduite des mouvements. Parce que donc là, il y a quelques cas. Il y a notamment un cas d'un militant cheminot qui s'informe par ailleurs, il supporte mal le fait qu'effectivement, les mouvements de grève sont arrêtés au moment où c'est décidé qu'on doit l'arrêter. Sauf que ça ne fonctionne pas très bien. Donc là, en l'occurrence, il y a un jour de décalage parce que comme c'est un vote à bulletin. Donc moi, je suis sur place notamment lors du conflit de 2007 sur les retraites à la SNCF, pardon. Et donc là, on voit le conflit Solidaire et CGT très fort. Et le problème de Solidaire qui vient en appelant à la grève, mais avec peu de ses adhérents. C'est-à-dire que vous avez que le responsable qui vient et qui dit « moi j'appelle à la grève reconductible » et les dirigeants de la CGT qui disent « oui, mais tes adhérents ils sont pas là, les cotisants ils sont pas là, donc c'est un peu facile d'appeler toujours à la grève et puis de ne pas amener les autres ». Donc on voit que la culture d'organisation est très différente à la CGT. Échapper à la grève lorsqu'on est adhérent, c'est difficile. On est rappelé à l'ordre, surtout si on a un mandat. Pour les adhérents de base, c'est pas trop grave, mais si on a un mandat, on est obligé de faire grève. Solidaire, c'est plus souple. Et donc là, il y a reprise qui est décidée en interne, dans l'organisation. Mais c'est aussi compliqué parce que les militants de la CGT représentent les syndiqués, pas que les salariés. Donc il y a un jeu à faire entre les deux. Mais comme c'est un bulletin secret, les militants de la CGT refusent quand même. La plupart votent pour la poursuite du mouvement et ils ont un jour supplémentaire. Mais là, il y a des illusions où ils voient bien que c'est décidé d'avance. Donc vous avez d'un côté des dirigeants qui sont là et qui essayent de voir. Donc tous les jours, ils téléphonent à la fédération en disant « j'ai l'impression que ça peut durer, j'ai l'impression qu'on commence à perdre, à mon avis, il faut arrêter dans 2 jours ». Donc il y a différentes infos qui circulent comme ça. Eux, leur objectif, c'est que l'organisation ne se casse pas la gueule et que l'organisation se maintienne. Et d'autres ont l'objectif que le mouvement il dure le plus longtemps possible. Donc c'est un jeu d'information avec des coups de fil entre la région, le local, la fédération. Et c'est mal perçu par certains parce que c'est pas clairement dit. Les débats sont pas très démocratiques. Donc effectivement, sur le côté encadrement strict et ligne qui est déjà décidé avant, donc c'est des échanges. Parce qu'on dit ce qu'on ressent sur place. C'est-à-dire que le dirigeant qui suit la réunion, après, il dit j'ai l'impression qu'on ne peut pas lancer un mouvement d'ici 15 jours, ça va pas marcher. Donc c'est des évaluations. Sauf qu'après, effectivement, il y a une ligne qui est présentée et qui est assez peu débattue. Donc il y a un cas de militant qui est plutôt proche, lui, comme par hasard, des militants de Solidaire, qui s'informe et par ailleurs, qui se dit plutôt libertaire et qui, pour lui, c'est assez dur d'être dans ce moule. Donc c'est celui que l'on retrouve à la FCPE. Donc il y a des illusions. En même temps, il y a une dépolitisation dans les instances officielles, effectivement. Ils vont essayer de ne pas aller sur le politique parce que ça va diviser. Le but, c'est de rassembler tout le salariat. Donc là, je suis d'accord avec vous, ça peut dépolitiser. Et même, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a très peu de questions sur les rapports de classe, sur la lutte de classe. Donc moi, j'observe clairement des rapports de classe dans leur engagement, mais ce n'est pas quelque chose qui est discuté. C'est comme au Parti communiste français, on veut représenter le salariat dans sa diversité. Il n'y a pas dans toutes les réunions officielles, c'est le salariat. On ne s'oppose pas au cadre de manière officielle dans les assemblées générales. Donc il y a un discours assez dépolitisé,
euphémisé, mais derrière, comme ça repose sur la défense des conditions de travail, obligatoirement, ils sont obligés d'en revenir aux travailleurs subalternes, au management, à des rapports de classe. Mais officiellement, il n'y a pas la question de lutte de classe est très secondaire. On représente le salariat et c'est assez dépolitisé parce qu'on ne veut pas cliver. En fait, ils ont peur de cliver. Parce qu'effectivement, l'association de la CGT au Parti communiste français, elle a été un vrai frein au renouvellement de la CGT dans les années 80 et 90. Beaucoup, comme Philippe qui devient adhérent et qui même milite après au PC, le retraité d'avant, ils n'ont pas adhéré à la CGT parce que la CGT était stalinienne, selon eux. Donc, ils ne veulent pas cliver. En même temps, c'est pas si dépolitisé parce que être politique au sens syndical, comme ils disent, ou être politique au sens communiste, comme moi je le dis, c'est un des filtres. Pour devenir dirigeant dans la fédération SNCF, il faut être proche de cette culture communiste. Et il y a un véritable écrémage qui se fait dans les syndicats de site quand ils voient qu'il y a des militants qui ne sont pas très, très clairs sur ce qu'ils défendent, qui peuvent avoir des positions proches du Front National. Ils n'ont aucune possibilité pour être délégués pour le Congrès. Donc c'est quand même très politique. C'est peut-être pas dans le sens où vous l'entendez, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, je pense, les discussions au niveau national. Donc moi, je le vois maintenant, comme je présente l'ouvrage, je suis invité à différents endroits. Les discussions au niveau des unions départementales, des fédérations, c'est des discussions politiques, des fois plus politiques qu'au niveau intermédiaire. Donc il y a un jeu des dirigeants pour ne pas faire politique, parce qu'ils veulent qu'il y ait des adhésions, mais les discussions sont très politiques. Et donc moi, sur le terrain, par exemple, les réunions syndicales se faisaient. Moi, je reste après pour discuter avec les plus engagés, donc souvent ceux qui sont permanents. En général, on parle de la municipalité et des élections et de Sarkozy. Et c'est très, très politique. Donc voilà, il y a une dépolitisation dans le sens peut-être, on met moins l'accent sur les conflits et sur des organisations politiques claires, mais c'est très, très politique. En tout cas, à la CGT et dans ce type de secteur où ils peuvent maintenir des positions politiques. Si on était à Force ouvrière ou à l'UNSA dans le même établissement, ça serait vraiment très, très différent.